Bonjour chers auditeurs pour ce nouveau numéro du Libre Journal du Cinéma. Vous n'avez pas Manuel E aujourd'hui car il s'est échappé pour un temps indéterminé de nos studios et il reviendra évidemment couramment à cette antenne. Vous pourrez donc l'entendre toujours parler de cinéma, à la fois cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui et de ses critiques savantes des uns et des autres. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'éloge du polar français au cinéma. J'ai invité Philippe-Henri Rambaud, auteur du livre Les 100 films policiers français à voir absolument aux éditions Mareuil, et Philippe Durand, auteur de nombreuses biographies consacrées à Belmondo, Ventura, Delon, et tout récemment Michel Audiard aux éditions du Nouveau Monde. Alors, nous devons avoir en principe Philippe Durand au téléphone. Ah, Philippe Durand, vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Ah, j'espère que très vous bien. m'entendez aussi. Bonjour. Alors, je vous ai Bonjour. demandé effectivement d'intervenir sur la biographie que vous avez consacrée à Michel Audiard, qui est parue aux éditions du Nouveau Monde. La question que je serais tenté de vous poser, il y a certaines biographies que vous avez écrites dans le passé qui ont été parfois un tout petit peu amendées, rectifiées, etc. Est-ce que c'est le cas aussi dans le livre que vous avez consacré à Michel Audiard, préfacé par Jean-Paul Belmondo d'ailleurs ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on découvre des choses et là, on en a découvert grâce à des spécialistes qui ont ouvert la porte. Et donc, on a découvert un Michel Audiard, notamment son action pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, effectivement, j'ai rajouté quelques passages pour être, j'allais dire, dans l'actualité, si je puis dire, l'actualité du passé. Est-ce que vous vouliez réhabiliter en quelque sorte Audiard, non pas par un prisme subjectif ou politique qui pourrait être le vôtre, mais tout simplement par honnêteté journalistique, contre les diffamations qui ont été proférées contre un certain nombre de journalistes ou de plumitifs qui ont attaqué Michel Audiard pour son passé dit collaborationniste ? Non, disons que réhabiliter n'est pas mon but. Moi, mon but quand je fais un livre, c'est d'essayer d'être le plus honnête possible, de raconter les faits tels qu'ils se sont déroulés. Ça n'est pas à moi d'en tirer des conclusions, ça n'est pas à moi de décider qui a fait quoi et pourquoi, surtout dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, qui est une période très compliquée, très complexe Oui. je veux dire, à écrire et à comprendre. Donc, effectivement, j'ai découvert comment dirais-je, des écrits de Michel Audiard, que très honnêtement, je ne connaissais pas. Ces écrits sont ce qu'ils sont. C'est pas à moi de juger de l'impact de ces écrits. Je peux juger de la valeur de ces écrits, c'est-à-dire du talent de Michel Audiard que l'on reconnaissait déjà à l'époque avec son sens des mots et sa façon de jongler avec les mots. Maintenant, le fond du dossier, c'est au lecteur de décider éventuellement à des grands spécialistes, mais je ne sais pas s'il en existe vraiment, décider de savoir s'il y avait ou non collaboration. Et encore, ce terme-là est très flou. Oui, c'eût Parce été que un si on regarde bien, journalisme, oui, un journaliste dans un journal pétainiste au tout début de la guerre, voilà, et il eût été aussi voilà. possible qu'il fût résistant, ou en tout cas partie prenante dans un réseau de résistance après la guerre. Donc c'est compliqué, effectivement. Oui, tout est compliqué, mais toute cette époque est compliquée. Si vous grattez un peu, il y a pas de héros dans cette époque, sauf quelques-uns, bien sûr, de la résistance. Mais il y a beaucoup de flou. Et puis, il fallait quand même se poser la question, c'est comment vivre et comment survivre dans un pays qui était sous le joug des Allemands. Et moi, je me consacre uniquement au cinéma. Tous ceux qui ont fait du cinéma à l'époque, et sont nombreux, ont forcément dû plier les chines face aux Allemands, puisque c'est eux qui dirigeaient tout, même s'ils n'étaient pas directement concernés. C'est-à-dire, si vous faisiez un film qui était totalement anti-allemand, vous n'alliez pas loin. Et tous ces gens-là, après la guerre, certains ont eu des soucis, d'autres pas. Encore une fois, c'était quelque chose de très, très compliqué à gérer. Alors, Philippe-Henri Rambaud, vous avez donc publié ce livre, Les 100 films policiers français à voir absolument. La question qui m'a taraudé pendant un certain temps en lisant le livre, est-ce que c'était une sélection de films que vous avez opéré pour votre propre goût et selon vos propres goûts, ou est-ce que c'était plutôt une sélection faite à partir d'historiens du cinéma, de critiques de cinéma qui estimaient qu'il y avait les grands classiques du cinéma français, du polar français, et vous vous êtes exécuté en reprenant ces critiques-là, ou est-ce que vous vous êtes simplement inspiré tout en prenant votre prisme personnel? Eh ben, un peu les deux, justement. C'est que il y avait effectivement l'envie à travers
de rendre hommage au polar français, donc à travers ces grands classiques, et donc voilà, de brosser un peu tout ce panorama qui est vraiment très large, et de aussi parler un peu, c'est aussi des choix du cœur, c'est-à-dire que tous ces films que je mets, qui sont pour la plupart des grands classiques, j'ai un rapport affectif avec eux. Et en m'appuyant aussi sur différents ouvrages, comme celui de François Guérif, Le cinéma policier français, comme les ouvrages de Jean Tullard, voilà, j'ai essayé de- d'apporter un livre qui est à la fois exhaustif, mais qui reste quand même mon choix. Et donc, qui dit choix, dit débat, et c'est tout le cinéma. Alors, on va évidemment pas citer les 100 films que vous avez sélectionnés. On n'en a sélectionné que quelques-uns, mais qui donnent un petit peu un repère pour avoir vu les grands classiques du polar français depuis ses origines. Et vous commencez notamment par un film de Julien Duvivier qui s'intitule La tête d'un homme, qui est sorti en 1933. Je vous avoue ne jamais en avoir entendu parler. Eh bien, c'est un film, c'est adapté donc c'est une aventure du commissaire Maigret, hein, c'est adapté d'un roman de Simenon. Et Simenon souhaitait réaliser ce film. Malheureusement, les affres du cinéma en ont décidé autrement. Et donc, c'est Julien Duvivier qui prend un peu toute la direction et qui va complètement modifier en fait le roman de Simenon, puisque dans le roman de Simenon, on connaît le coupable à la fin, alors que là, justement, il va faire le choix, lui, que dans les 15 premières minutes, on connaisse le coupable et que voilà, lui, c'est ça qui l'intéressait, c'est de voir un peu ce débat moral. Il y a une sorte d'affiliation d'ailleurs du film avec Crime et Châtiment de Dostoïevski, Oui. avec le Film personnage qui d'ailleurs a été réalisé par Georges Lampin avec Gabin, Ventura et Marina Vladi. Exactement. Et il y a effectivement ce parallèle. Et donc, dans le personnage de Maigret, on a Harry Bor, qui le joue vraiment merveilleusement bien. Et un second rôle qui est vraiment très marquant, qui est Valérie Inzliskov, et qui était déjà dans le choix de Simenon. Par contre, Simenon souhaitait Pierre Renoir dans le film, alors que finalement, ça a été Harry Bor. Alors d'autres films de Julien Duvivier sont évidemment mentionnés dans cet ouvrage. On ne peut pas là aussi les citer tous. Simplement, je m'attarderai dans un premier temps sur les films d'Henri-Georges Clouzot. Vous en citez quand même quelques-uns des fameux. L'Assassin habite au 21, Le Corbeau, Les Diaboliques, quelques autres encore. Alors, un film qui peut poser un problème qui vous numérotez au numéro 13, Durififi chez les hommes de Jules Dassin, parce que ce film avec Jean Servet est à la fois un film français par l'imagerie française qui s'y déploie, mais dans un traitement quand même assez américanisé, qui fait penser un petit peu à Bob le Flambeur, d'ailleurs à certains égards de Jean-Pierre Melville. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que ça vous semble un peu tiré par les cheveux? Non, tout d'abord, parce que Jules Dassin, déjà, vient du cinéma hollywoodien. Voilà, donc, ouais. il a fui le macartisme, et donc il arrive avec ses références. Et donc, oui, c'est un film très inspiré du film noir américain, mais qui reste fondamentalement français, qui reste une production française. Et effectivement, on peut le comparer à Bob le Flambeur de Melville, parce que Melville était énormément inspiré du cinéma noir américain et qu'il a voulu, par ce traitement-là, vraiment rendre hommage au cinéma noir américain, même si, il le dit lui-même, quand il a vu Quand la ville dort de John Huston, il s'est dit, moi, je ne pourrais pas refaire quelque chose comme ça, donc je vais le traiter avec un peu plus de légèreté. Sauf que quand on regarde Bob le Flambeur, il y a une légèreté, mais qui est quand même assez légère finalement. Ouais. Ça reste une histoire noire. C'est plus tiré vers l'Amérique du côté de Jules Dassin du film du Rififi chez les hommes, je trouve. D'ailleurs, Jean Tullard, dont vous avez parlé au tout début comme étant un de vos inspirateurs, notamment pour la sélection des films que vous avez fait dans ce livre, disait Jean-Pierre Melville s'est inspiré énormément du cinéma américain, mais a toujours resté typiquement français. Et je crois que c'est assez bien résumé pour Melville, que d'ailleurs vous citez, alors là aussi abondamment, évidemment, ça ne peut pas ne pas être le cas dans ce livre, avec tous les polars qu'il a pu réaliser, que ce soit Le Deuxième Souffle, Doulos, Le Cercle Rouge, Un flic et beaucoup d'autres. Alors, il y a un film qui sort la même année que Du Rififi chez les hommes, c'est Gasoil, de Gilles Grangier, dialogué par Michel Audiard. Et alors, c'est un film qui peut vous intéresser, Philippe Durand, parce que c'est le premier film, me semble-t-il, réalisé par Grangier avec Jean Gabin et dialogué par Audiard.
Oui, c'est tout à fait exact. Alors, c'est une histoire assez complexe. Il faut connaître les relations entre Grangier, Gabin et Audiard. Pour faire court, Grangier était lié par son épouse à la famille de Michel Audiard. Et il était Ouais. lié professionnellement à Jean Gabin, avec lequel il avait travaillé. Et Gabin avait l'habitude de travailler avec Jacques Prévert pour les dialogues, mais Prévert avait arrêté. Et donc, on cherchait quelqu'un d'autre et l'ami Granger a suggéré Michel Audiard. Et c'est là la fameuse réplique de Jean Gabin qui a dit c'est du BSA extra-piste, ce qui signifie, il faut le savoir, que c'était les meilleurs pneus pendant le Veldiv. Donc, Ouais. avoir quelque chose en BSA extra-piste, on peut pas rêver mieux. Et c'est comme ça qu'est née la collaboration entre Gabin et Audiard. Audiard, qui, là, il faut le préciser aussi, était un grand, grand amateur de polar. Hein. Il lisait, je Ouais. crois qu'il a lu presque l'intégralité de la série noire. Et bien sûr, il connaissait Simenon par cœur. Alors, on sait que Gabin euh, citait ou disait les dialogues de Michel Audiard. Ce qu'on sait moins, c'est que Michel Audiard a piqué quelquefois chez Gabin, le Gabin privé, certaines répliques. Ah oui, mais Audiard s'est jamais caché qu'il piquait à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a piqué à Bernard Blier pendant des années, il a piqué à Jean Gabin, mais c'était aussi ça sa force, c'est-à-dire qu'en piquant, si vous piquez les répliques de quelqu'un, vous allez dans sa personnalité propre. Ouais. Et donc, les répliques de Gabin ne peuvent pas être dites par Bernard Blier, les répliques de Belmondo ne peuvent pas être dites par Lino Ventura. Ouais. Chacun a son style, chacun a ses phrases, et c'est en comprenant ça que Michel Audiard a pu vraiment tailler des répliques, mais vraiment au biseau par rapport à la personnalité de chacun. Et c'est pour ça que Michel Audiard était une exception. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de dire des dialogues, mais bon, on vous les donnera à n'importe qui. Non, si on lui disait tout d'un coup, Ventura ne vient pas, ça va être Blier, je vais tout réécrire. Oui, il choisissait souvent les acteurs qui allaient précisément pouvoir dire les dialogues qui étaient les siens. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en fonction des acteurs qu'on lui proposait, il adaptait ses dialogues par rapport à leur personnalité. Et c'est ça qui fait le talent. C'est vraiment, quand vous regardez, il suffit de mettre vraiment, le meilleur exemple, c'est de mettre les répliques de Lino Ventura d'un côté et de Jean-Paul Belmondo de l'autre. C'est l'extrême opposé de l'un et l'autre. Et c'est pourtant tous les deux du Audiard, et c'est pourtant tous les deux magnifiques. Et on les retrouve tous les deux, justement, dans 100 000 $ au soleil de Verneuil, avec Bernard Blier aussi, film qui permet à la fois d'avoir la joie d'entendre Belmondo et de voir Lino Ventura qui s'oppose dans un western aventurier très particulier, très, très loin d'ici. Alors, plusieurs autres films donc, que vous recensez, Philippe Henry. Vous avez donc le Classe Touriste de Claude Sautet, ça intervient, c'est le 27e polar que vous citez comme étant probablement l'un des films classiques dont Jean-Pierre Melville d'ailleurs s'est inspiré, puisqu'au moment où le film est sorti, il était en projection de presse, on a dit quel est le metteur en scène qui a mis ce film, et Jean-Pierre Melville s'est levé et a dit c'est moi, et Claude Sautet lui était assis, il est resté assis très content de ne pas apparaître au grand jour parce qu'il était extrêmement timide. Oui, Jean-Pierre Melville a défendu le film comme si c'est lui qui l'avait réalisé, c'était assez incroyable. Oui, Classe Touriste, c'est le premier film véritable de Claude Sautet. C'est Ventura qui le pousse à aller vraiment vers la réalisation. Il avait été sur un premier film, il avait plus dépanné qu'autre chose et le résultat avait été plus que maladroit, lui-même le reconnaissait. Et donc Ventura le pousse, il y a ce livre de José Giovanni, et la réunion des deux, c'était épopée d'Abel Alors bon, c'est le personnage inspiré. Abel Davos, voilà, et non pas Abel Danos, puisque c'était le tueur de la Gestapo qui a été inspiré par Sautet lui-même, et qui a voulu essayer de bonifier en quelque sorte la figure d'Abel Danos par Abel Davos, qui apparaît un peu moins antipathique à l'écran que ne l'était le personnage réel. Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est un très beau film, on est totalement pris avec le personnage de Ventura qui se sacrifie, qui n'a plus d'amis, qui est un homme traqué. Seul Belmondo va l'aider dans sa quête. Et Claude Sautet d'ailleurs reconnaîtra après, a posteriori, que s'il avait vraiment connu ce qu'était la figure d'Abel Danos, peut-être n'aurait-il pas réalisé ce film. Ah oui. Voilà. Mais c'est un film aussi scénarisé, si je ne m'abuse, par
Giovanni. Giovanni, qui Oui. lui-même aura des problèmes plus tard pour des activités dites aussi collaborationnistes. Oui, et puis lui, On il a avait été pu, condamné quand même. il avait Donc, été condamné. Oui, mais il avait été condamné sur des droits com ou sur des activités comme ça pas très reluisantes. oui, Mais c'était je pas crois par rapport, que effectivement. certaines accusations après-guerre sont allées beaucoup plus loin et que Lino Ventura un jour l'a défendu parce qu'on est venu le voir. Il a dit voilà, il y a un papier qui est paru sur José Giovanni. On a les preuves comme quoi Giovanni est un salaud. Lino Ventura a répondu c'est mon ami. Vous pouvez prendre votre papier et vous le mettre où je pense. Donc voilà pour Lino Ventura. Alors là, on pourrait citer le caf se rebiffe, n'est-ce pas, Philippe Durand, un des meilleurs peut-être films d'Audiard dans les dialogues, en tout cas de Jean-Gilles Grangier avec Gabin, Blier, Franck Villard, Martine Carole, Ginette Leclerc et beaucoup d'autres. Pour moi, le Cave sur Rebif, c'est le meilleur Audiard. Il dépasse même les Tontons Flingueurs, les mythiques Ouais. Tontons Flingueurs, parce que ce sont des dialogues magnifiques de chacun, du début à la fin. On a un Gabin grandiose face à une bande de crétins tout à fait hilarants, mais qui se prennent tous au sérieux. Un Bernard Blier totalement pathétique. Enfin, c'est un film que je revois très très souvent parce qu'il m'amuse du début à la fin. Il n'y a pas une faille. Et le final, en plus, est assez rigolo, si on peut dire. Et c'est du polar, parce que c'est une histoire de phobie, etc. Mais c'est du polar à la Audiard, et je trouve ça vraiment savoureux. Ce qui a fait peut-être que le caf se rebiffe a été marqué d'une certaine façon comme étant le numéro 2 derrière les Tontons Flingueurs, c'est que les Tontons Flingueurs, il y a un côté grosse farce, très très drôle d'ailleurs, hein, avec des numéros d'acteurs fabuleux. Enfin, on se connaît tous les scènes de la cuisine et beaucoup d'autres scènes du film qui sont vraiment très réjouissantes. Mais dans le caf se rebiffe, c'est un tout petit peu plus sérieux, disons, et un peu moins grosse farce aussi, peut-être, non ? C'est-à-dire que dans le Cave se rebiffe, il y a une véritable intrigue. Alors qu'en C'est fait, ça. quand on regarde les Tontons Flingueurs, il n'y a aucune intrigue. Ouais, ouais. C'est simplement quelqu'un qui doit protéger la fille de son copain. C'est une succession d'imbroglios. Il n'y a pas véritablement d'intrigue. Tandis que là, on a une intrigue, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment la bande à Blier va réussir à piéger Jean Gabin et comment Gabin va retourner la situation à son avantage. Et on l'a au final, parce que c'est vraiment dans les dernières images qu'on comprend vraiment ce qui s'est passé. Donc là, les films sont, je veux dire, construits très différemment, en fait. Autre polar important dans la carrière d'Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol, dialogué par Michel Audiard. Philippe-Henri Rambaud et Philippe Durand. Qu'est-ce que vous pensez de ce film avec Alain Delon et Jean Gabin ? C'est un des films qui a permis à Alain Delon d'assurer, en tout cas, ses revenus, parce qu'au départ, il ne devait pas être payé pour ce tournage. Et puis, il a finalement accepté, mais demandé à ce qu'il y ait 5 pays, d'ailleurs, pas important, qui puissent faire au box-office des entrées. C'était la raison pour laquelle, si ces entrées faisaient nombre, il y aurait évidemment de nombreux spectateurs et de l'argent à gagner. Et c'est comme ça que Delon a récupéré une somme importante après la sortie du film, Mélodie en sous-sol, dont on va écouter tout de suite le générique, avec Jean Gabin qui revient dans sa ville après avoir écopé de quelques années de tôle. Voilà donc un film important dans la carrière de Georges Lautner, de Michel Audiard et de Alain Delon et Jean Gabin. Il y a aussi un acteur qu'il faut citer parce qu'on en a parlé tout à l'heure comme étant un des comédiens fétiches d'Audiard et même de Lautner à certains égards, c'est Maurice Biraud. Oui. Maurice Alors, c'est Biraud, ça réalisé fait par partie. Verneuil, Mélodie en Oui, sous-sol. pardon, Verneuil, oui, pas Lautner. Oui, Maurice Biraud, qui était le... Alors, arrêtez-moi, monsieur Durand, si je dis une bêtise, mais qui était le beau-frère de Michel Audiard. Et donc, qui, effectivement, et pour qui Audiard a de très jolies répliques dans le film, et ce qui donne, voilà, ce qui offre un second rôle qui est vraiment assez incroyable. Delon, Gabin, et Gabin qui prend ombrage sur le tournage parce qu'il sent que Delon va finalement prend beaucoup plus d'ampleur dans le scénario, notamment dans la scène du casse. Ça va un peu le fâcher, mais et donc il va un peu se faire ses dents entre guillemets sur Maurice Biraud, le pauvre. Mais le film est juste incroyable. C'est un changement de monde aussi quand Gabin arrive dans cette ville de Sarcelles et qui découvre tous ces immeubles. Voilà, c'est le début des années 60.
Et puis, il y a des seconds rôles incroyables. Jean Carmet est juste très, très drôle. Doradol. Exactement. Et puis d'autres acteurs connus de l'époque. Alors, il y a un autre film qui apparaît comme important parce qu'il est relativement méconnu, qu'il est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision et en DVD, mais on n'en a pas entendu parler depuis des lustres. C'est Symphonie pour un massacre de Jacques Deray, qui sort en 1963, avec Jean Rochefort, avec Claude Dauphin, avec beaucoup d'autres acteurs, Michel Mercier, je crois. Oui, Michel Auclair aussi. Michel Auclair et d'autres acteurs encore assez connus. Alors, Métamorphose, non pas des cloportes, mais Symphonie pour un massacre de Jacques Deray, ça fait partie des polars de Jacques Deray dont on peut dire qu'il fut peut-être un de ceux qui a été les plus injustement regardé par une certaine critique de cinéma. On a toujours considéré Jacques Deray comme un bon faiseur, mais pas plus, alors que dans le film, il y a véritablement une originalité, une patte de Deray qu'on retrouvera peut-être dans Un papillon sur l'épaule, toujours de Jacques Deray d'ailleurs. Oui, c'est ce film-là, c'est un de ses premiers, et surtout, il a l'idée vraiment, et c'est une des forces du film, c'est de mettre Jean Rochefort dans un rôle totalement à contre-emploi. Et ce qui donne au film, le titre est bon. D'ailleurs, le titre avait été changé à cause de Mélodie en sous-sol, parce que ils voulaient faire un titre un peu musical et ils avaient vu le succès de Mélodie au sous-sol. Ils se sont dit, ça sera Symphonie pour un massacre. D'où mon lapsus. Exactement. Et le film est une mécanique brillante. D'ailleurs, José Giovanni dira que c'est peut-être le meilleur film de Jacques Deray. Je suis pas loin de penser que... Il y a Un papillon sur l'épaule, on pourrait longuement débattre. Mais en tout cas, qu'il y a un film qui est vraiment brillant, qui est une mécanique assez glaçante, mais voilà, le titre est assez bon. Et avec d'ailleurs un petit rôle de José Giovanni qu'on voit au début. Un rôle d'ailleurs pas si petit que ça. Qui très fait important dans l'histoire. Des 4 ou 5 personnages principaux. Mais on n'en dira pas plus. Non, on n'en dira pas plus parce que c'est un film à suspense. Exactement, c'est vraiment un film. Ne disons pas plus de ce film qu'on vous conseille de regarder, qui s'intitule Symphonie pour un massacre de Jacques Deray, sorti en 1963. Alors, vous avez cité Les Tontons Flingueurs, on a cité La Métamorphose des cloportes, Compartiment tueur de Costa Gavras. Alors là, j'avoue que je suis un peu désarçonné par cette sélection qui forcément est subjective et qui fait partie des goûts qui sont les vôtres, mais je ne vois pas très bien ce qu'il y a vraiment de polar, vraiment noir chez Costa Gavras, et j'ai plutôt l'impression que c'est une parodie involontaire de film noir policier de Costa Gavras. Je le pense pas, parce que je pense que d'ailleurs il le dit, il aborde le film avec vraiment l'envie de proposer quelque chose d'haletant au spectateur. D'ailleurs ça va à 100 à l'heure, même que le monteur d'ailleurs lui avait dit... met des temps de pause dans le film pour que les spectateurs aient le temps de respirer, et lui dit non, il respirera à la fin de la séance. Voilà. Et donc ça donne un côté très rythmé, c'est adapté d'un livre de Sébastien Japrisot qui est vraiment très bon. Et le film, avec tous ses seconds rôles, on voit Jacques Perrin, Simone Signoret... c'était une habitude de Costa Gavras d'ailleurs. Jean-Louis Trintignant, Yves Montand... je trouve... Michel Piccoli qui joue un rôle pittoresque. Oui, ça c'est un euphémisme, un rôle même... très inquiétant. Oui. Très, très, il joue magnifiquement bien. Ouais, comme d'habitude. Le film, moi, je trouve... je le compare aussi à Symphonie pour un massacre. Je trouve que c'est une mécanique. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment une mécanique de roman policier. Ça va à 100 à l'heure. On a envie de savoir qui est le coupable. C'est très bien fait. On se laisse emporter. Non, c'est vraiment un très, très bon film. Je trouve qu'il a toute sa place dans le livre. Et en plus... Costa Gavras ne nous livre pas les opinions politiques qui sont les siennes, comme quasiment tous les autres films qu'il a pu faire après. Après, il prendra un virage. Parce que là, c'est carrément devenu l'archétype du cinéma engagé politique de gauche qu'il a pu être pendant des années. Il est toujours vivant d'ailleurs, Costa Gavras. Alors, autre film important, on l'a cité, Le Deuxième Souffle, Le Samouraï. Toujours Jean-Pierre Melville, c'est l'incontournable, c'est Delon au sommet, Jeff Costello qui se débat contre François Perrier, le commissaire de police, avec une musique géniale de François de Roubaix, un film noir avec un Delon et au sommet, il n'a jamais été aussi bon, jamais aussi fort, aussi puissant, collant autant au personnage, peut-être avec le professeur de Giorlini, dont il avait dit au tout début, puis après il n'en a plus parlé, que c'était probablement le rôle qui lui collait le plus à la peau.
Oui, dans le samouraï, il est, on l'a tous, enfin, je pense que la plupart de nos auditeurs ont vu ce film. Rien que le premier plan est incroyable dans cette chambre, ce tueur mutique, silencieux, très peu de dialogue, cette musique de Delheureux, pardon, non, de François de Roubaix, pardon. Et puis, voilà, c'est un très grand film avec une ambiance particulière, avec ce souci qu'avait Melville de quasiment faire, voilà, ce qu'il avait voulu sur le Cercle Rouge, c'est faire du noir et blanc en couleur, donc c'est des couleurs assez désaturées. Et c'est un film, voilà, comme beaucoup de Melville, c'est un film d'atmosphère, c'est un film qui est prenant, qui a énormément marqué les cinéastes, mais français et aussi américains, qui ont été inspirés par ce personnage-là. Voilà. Avec la très belle, vous voyez, j'allais dire Alain Delon. À la très belle Nathalie Delon. Mais comme Nathalie Delon et Alain Delon partageaient leur vie ensemble, qu'ils ont eu un enfant, Anthony, et qu'ils se ressemblaient comme frères et sœurs, très nombreuses fois, des gens ont dit à Delon, qui me l'a rapporté, c'est incroyable comme vous ressemblez à votre femme. Et c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose vraiment d'unique dans le physique des deux acteurs qui sont très caractéristiques du delonisme, si j'ose dire. Alors, il y a deux films, Philippe Durand, qu'il faut maintenant, je crois, citer, que mentionne Philippe Henry. D'abord, le film Ne nous fâchons pas de Georges Lautner qui sort en 66, mais aussi Le Pacha qui sort en 68. Ce sont deux films de Lautner dialogués par Michel Audiard, avec dans le premier Lino Ventura, dans le second Jean Gabin, et beaucoup d'autres seconds rôles excellents. Et alors, c'est là où on peut se demander si finalement Ne nous fâchons pas et Le Pacha ne sont pas des films des années 60 qui déjà anticipent les années 70 dans la couleur du film, dans la manière de jouer, dans les acteurs qui interprètent, un mélange finalement des 60s et des 70s d'une certaine façon, et la confrontation de deux mondes, le monde classique et le monde plus transgressif d'une certaine jeunesse. C'est-à-dire que Ne nous fâchons pas et Le Pacha sont quand même âgés un peu chacun à une extrémité. L'un est une comédie policière, effectivement très, très 60s, puisqu'on a des espèces de Beatles, là, les beatniks comme ils disent, dans le film anglais, qui apparaissent d'ailleurs assez bizarrement dans cette histoire. Donc c'est une histoire un peu loufoque, qui très franchement craint pas forcément la route, même si le début est absolument magnifique avec André Pousse. Qui arrive face à Lino Ventura, et rien qu'une scène comme ça, je veux dire, on peut la regarder 100 fois. Et on a de l'autre côté, à l'opposé, là vraiment, on ouvre vers un nouveau cinéma policier français, en tout cas plus ou moins. C'est Le Pacha, qui est un film très sombre, très noir, qui a même été censuré, puisqu'il y avait des scènes de violence qui étaient trop fortes pour le public de l'époque. Donc ce sont deux extrêmes, ce sont deux très bons films. Malheureusement, Le Pacha n'a pas très bien marché. Et Ne nous fâchons pas, lui, a plutôt bien marché, parce que c'était toujours le trio Audiard, Ventura et Lautner. Mais ce sont des films qui méritent d'être vus, même si, Ne nous fâchons pas, je trouve un petit peu trop bien vieilli. Et par contre, je trouve que Le Pacha reste encore d'actualité. Il faut signaler aussi qu'André Pousse joue également dans Le Pacha. Il a même le deuxième rôle, hein, c'est un des rôles les plus importants de Pousse au cinéma, et que on va d'ailleurs retrouver encore une fois André Pousse. Décidément, il est incontournable pour les films policiers français, dans un film qui reste un des grands classiques qui est repassé d'ailleurs il y a 3 jours à la télévision, qui est Le Clan des Siciliens, d'Henri Verneuil, 1969, Alain Delon, Lino Ventura, Jean Gabin et André Pousse. On écoute la musique tout de suite. Voilà, la musique d'Ennio Morricone, film d'Henri Verneuil, Alain Delon, Lino Ventura, Jean Gabin, Vittorio Malanese, Inspecteur Le Goff, Roger Sartet. Grand film qui repasse et qu'on ne se laisse pas de revoir. Alors, dans les films, évidemment, avec Alain Delon, on ne peut pas ne pas citer probablement un chef-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. Un livre vient d'être écrit d'ailleurs par Bernard Stora qui s'intitule Dans le Cercle Rouge, où il a pris toutes les fiches du jour du tournage et expliqué en profondeur, en détail, etc., tout ce qui concerne le Cercle Rouge de près
ou de loin. Est-ce que vous l'avez consulté, cet ouvrage, Philippe Durand, vous qui avez travaillé précisément sur Alain Delon et sur une biographie consacrée à Alain Delon il y a peu? J'ai consulté l'ouvrage parce que nous avons un ami commun avec Bernard Stora qui, qui me l'a confié. Et Oui, comme je dois voir Bernard Stora très prochainement, je compte lui en parler. ouais. C'est bon, le travail de Stora, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un excellent assistant et un excellent réalisateur, et qui en plus a une mémoire, une documentation gigantesque sur tout ce qui est le cinéma français. Personnellement, sur le Cercle Rouge, je suis un peu sceptique. Je ne suis pas totalement enthousiaste sur ce film, Ouais. mais je reconnais le travail de Melville et je reconnais le travail de Bernard Stora. En général, quand on compare le Cercle Rouge et le Samouraï, il y a vraiment ceux qui sont d'abord pour le Samouraï et ceux qui sont pour le Cercle Rouge et vice-versa. C'est rare en général qu'il n'y ait pas le film qui tranche réellement à travers ces deux films. Est-ce que vous auriez plutôt tendance à préférer par exemple le Samouraï ou est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas? Non, j'ai toujours du mal à faire des préférences. Mais le problème que j'ai avec Melville, et je vais me faire assassiner par tout le monde, c'est qu'il y a des grosses erreurs et des choses que je ne supporte pas chez lui. Ouais. Pour faire court, dans Le Samouraï, son histoire de boîte de nuit totalement ridicule. On a l'impression des boîtes de nuit des années 40 dans les mauvais films américains. Et pour l'autre film, je trouve Yves Montand et cette scène avec Les habitants du placard. les habitants du placard, je trouve ça d'un ridicule total de la part de quelqu'un qui est Melville, qui connaît tout le cinéma américain. Et là, on tombe dans ce qu'il y a de pire du cinéma américain, parce que ça, c'est piqué directement aux États-Unis. Pourquoi faire ça quand on s'appelle Jean-Pierre Melville? Oui, mais alors on peut vous objecter que Melville était un inventif ou un inventeur et que tout est faux chez Melville et que c'est ça qui rend vrai le melvillisme, justement. C'est-à-dire la patte originale, singulière de Jean-Pierre Melville qui nous emmène dans un monde presque onirique, finalement assez peu réaliste, mais qu'on arrive néanmoins à rendre réel à travers le film. Alors, je sais que c'est... Oui, Ouais. Oui. je suis d'accord avec vous, mais j'allais dire tout est faux dans tous les films. Oui, mais alors encore plus chez Melville. Chez Melville, Oui, ça devient un archétype, si vous voulez. je suis tout à fait d'accord avec vous, parce Ouais. que le samouraï Alain Delon lui-même est un personnage faux, mais il est magnifique. Ça n'existe pas, Il est oui. transcendé. Oui. Voilà, ça n'existe pas. Mais on peut rester dans une espèce de rigueur, de respect et tout ça, et tout d'un coup, pas basculer dans la bande dessinée facile. Alors, C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Philippe-Henri Rambaud, vous êtes aussi dur que Philippe Durand sur le Cercle Rouge, ou est-ce que vous émettez quelques réserves sur les réserves de Philippe Durand? Je comprends tout à fait les objections qu'on a sur Melville, parce que c'est un cinéma d'abstraction. Ce sont des figures, en fait. Il fait des figures. Alors, on sent qu'il y a cette patte très, voilà, de quelqu'un qui a une certaine opinion de lui-même. Et donc, il y a aussi ce côté, je veux marquer le cinéma, je veux le faire à ma façon. Et donc, je peins des figures mythologiques, parce que le samouraï, c'est une figure. Le cercle rouge aussi. Ça peut agacer, justement. Même un flic, hein, son dernier. Mais justement, même un flic. Qui est Et d'ailleurs, une synthèse melvillienne. Je pense qu'un flic qui pousse vraiment la logique jusqu'au bout, il se plante à un moment, il faut le dire. Il y a une scène qui ne marche pas du tout. Pensez à la scène du train? Oui, la scène de l'hélicoptère et du train. Ouais. Il était convaincu qu'elle allait formidablement marcher. Delon lui disait que non, ça n'allait pas. Il a soutenu Mordicus. Il a quand même fait cette scène. Effectivement, quand on la revoit, ça ne marche pas du tout. D'autant plus qu'on a l'impression de voir une maquette de train. Mais c'est une maquette d'ailleurs. On voit le train, on voit l'hélicoptère, on se dit aïe, ça fait vraiment. Là, pour le coup, ça a très très mal vieilli. Et puis je pense que même à la sortie, ça n'a pas marché. Donc voilà, Melville, c'est un peu un ovni. Il a effectivement, c'est un cinéma d'abstraction, c'est un cinéma qui est lent, qui prend son temps. Il y a assez peu de dialogue. Moi, le Melville que j'aime beaucoup, c'est le Doulos. J'aime beaucoup le Doulos. Très très beau film aussi, oui. Avec Cilien, alias Belmondo. Oui, exactement. Serge Gianni, Fogiel. Piccoli. Il y a quand même c'est un Melville que j'aime énormément. Le Cercle Rouge, je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup pour la performance de Bourvil. Voilà, c'est peut-être son avant-dernier film. Son avant-dernier film. On sent qu'il est malade. Et c'est assez touchant de le voir. Je trouve qu'il y a quand même 2-3 scènes qui marchent très très bien. La scène du casse ou la scène où Montand
décide voilà, je veux pas, de tirer sans lunettes. Enfin, Ouais. donc, et puis ça reste, c'est des films moi, que j'ai découvert assez tôt et qui m'ont marqué visuellement. En Ouais, fait. ouais, Voilà, ouais, ouais. c'est assez fort. Donc, quand vous regardez ça, jeune adolescent, moi, le cercle rouge, ça m'a marqué vraiment cette scène de casque. Il n'y a pas un bruit, mais voilà. En fait, je crois que la question qui se pose pour le Cercle Rouge comme pour le Samouraï d'ailleurs, c'est qu'on a le sentiment que Melville détient un secret, qu'il y a un mystère absolument ineffable dans ce film qu'on ne sait pas exactement qualifier, une énigme. Les personnages sont des personnages un peu de morts vivants certaines fois, qui sont complètement dans l'invention purement melvillienne. Et donc, il y a les gens qui marchent à ça, et puis les autres qui pensent que le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et qu'en fait, pourvu de secret, non, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Donc évidemment, on a deux visions là qui sont totalement opposées sur ce cinéaste. Mais Melville, c'est vraiment, on adhère pas en fait. Ouais, c'est ouais, en fait ouais. une sorte de pacte qu'on fait en regardant le film. On dit, je suis d'accord avec ce qui est proposé et j'adhère, on y va. Mais à partir du moment où on va prendre un petit peu de distance, dire, ah ouais, non, mais en fait là, ça tient pas, tout s'effondre. Parce Il qu'effectivement, le fera plus d'ailleurs dans la deuxième partie de sa carrière, après Bob le Flambeur, parce qu'avant, c'est plutôt des films classiques qui, disons, ne déplaisaient pas à certains auteurs ou à certaines critiques du cinéma d'auteur. Les Nouvelles Vagues, par exemple, étaient assez friandes des films de Melville, et puis quand il a commencé à faire des films policiers, peut-être un peu plus de facture classique, à ce moment-là, il s'en soit un peu détourné. oui, et puis après, il a tracé un peu sa route. Il était lui-même. Enfin, après, il faut dire, par exemple, sur le Cercle Rouge, qu'il a des moyens absolument gigantesques. Enfin, il a la possibilité. Donc, Il fait c'est, 5 millions d'entrées. oui, il agit un peu comme une sorte de, on peut le dire, de despote. Hein. Enfin, il a vraiment la main mise sur tout. Et il va aussi s'enfermer dans un personnage. Il va aussi s'enfermer. Voilà, il va avoir un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire comme il prend tout sur lui, toute cette responsabilité sur ses films, quand arrive un flic qui est que moi j'apprécie beaucoup pour ce côté aussi très épuré. Ouais. Hiératique, Mm. peut-être même bleuté à certains Oui. égards. Une image étonnante avec cet archange de la mort représenté par Catherine Deneuve, Oui, joue le rôle de la menthe religieuse, dont tombe amoureux à la fois Delon et Richard Crenna, qui sont pourtant meilleurs amis. oui, et puis rien que déjà la première scène en fait qui se passe sur cette côte normande, il pleut, la voiture s'avance, c'est bon, c'est vraiment un cinéaste avec des images fortes mais je peux comprendre tout à fait que On on ne est montre pas dedans. ah oui, ça c'est je le comprends tout à fait. Nous voilà conciliés, à défaut d'être réconciliés, cher Philippe Durand. Alors, dans les films qui font partie aussi des recensions importantes des films du polar français, du cinéma français que Philippe Henry a pu noter dans ses ouvrages, il y a évidemment des films comme Adieu poulet, par exemple, de Granier de Fer, peut-être le meilleur Granier de Fer, avec Une étrange affaire, ou avec d'autres peut-être films qu'on peut considérer comme assez grandioses. Alors là, pour le coup, c'est pas Michel Audiard, sur un scénario et des dialogues de Francis Weber, celui qui avait déjà fait L'Emmerdeur et beaucoup d'autres films. Oui, il était une fois un flic. La valise. Voilà, et qui a travaillé aussi sur Peur sur la ville, qui a aussi été aidé notamment sur le professionnel. Et Francis Weber, oui, ça marche très bien. Le duo Ventura-Dever marche extrêmement bien. Même si effectivement dans le livre, c'est Ventura qui et en fait entretient à une femme qui est une patronne de maison close et il lui refuse. Voilà. Et Weber raconte que lui dit mais pourquoi tu veux refuser Françoise Brion. voilà. Ouais. Pourquoi tu veux refuser de jouer ce rôle et il dit mais Ventura ne couche pas avec une pute quoi. Enfin c'était un peu le propos et il dit mais oui mais Weber lui répond mais dans le Rouge et Mi tu canardes 25 personnes ça te fait rien oui mais non
Vous connaissez l'anecdote sur le film Le téléphone rose d'Édouard Molinaro avec Pierre Mondy et Mireille Darc. Au départ, c'était Lino Ventura qui avait été pressenti pour jouer le rôle de Mondy. Enfin, Mondy n'était pas encore prévu. Et Ventura a tout simplement répondu à Molinaro, Lino Ventura ne couche pas avec une pute. Ouais, c'est très résumé, mais il parle à la troisième personne comme si c'était vraiment pour lui impossible. Et voilà, il a souvent d'ailleurs refusé des rôles de baiser. Il y en a quelques-uns, comme par exemple Estella Blin dans le film Le Gorille vous salue bien, de Marie Dubois dans Les Grandes Gueules, de Angie Dickinson dans L'Homme en colère. On peut en trouver comme ça 2-3, mais enfin ça reste quand même relativement limité. C'était pas un acteur qui se déshabillait. C'est tout à son honneur aussi. Hein, donc, ça change un peu de l'époque contemporaine où tout le monde se déshabille et où tout le monde est moche. Mais c'est encore autre chose. Alors, autre film qui là est assez melvillien justement, donc on voit qu'il y a quand même des metteurs en scène qui se sont inspirés de Melville, même si Melville lui-même était inspiré du cinéma américain. C'est Police Python 357 d'Alain Corneau avec Yves Montand et François Perrier, Simone Signoret, Stefania Sandrelli, un film bon, qui fait penser d'ailleurs à certains moments au Cercle Rouge, notamment quand Montand prend le soin de se faire mettre de l'alcool à 90 sur sa figure, et il est défiguré, il a mal, etc. Et il est dans un état, pendant un quart d'heure, on le voit qu'il souffre, et on pense à ce moment-là aux habitants du placard et à Montand dans le Cercle Rouge, où il est complètement prostré avec ses habitants du placard qui descendent sur son lit, et on voit un Montand, je trouve, qui est assez du bon Montand, parce que Montand, parfois dans les comédies, peut être un peu gonflant, autant dans les films plus épurés ou plus ascétisés, il peut être excellent. Il sera excellent avec Corneau, alors le Police Python, c'est son deuxième film. Il a signé un premier film qui s'appelle France Société Anonyme, oui, et qui marche pas très bien, qui a été vis-à-vis du public, mais par rapport aux sociétés de production, par rapport au milieu du cinéma, il reste encore plutôt en verve. On compte encore sur lui. Donc, mais c'est quand même c'est un film qui est à moitié plaisant ou déplaisant, parce qu'on se dit que c'est le premier Corneau, et forcément ça doit être bien. En plus, le titre du film est très bon. Les acteurs, Michel Bouquet et beaucoup d'autres, sont très bons aussi. Et puis ça prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Hein, non, mais lui-même le reconnaîtra. Il dit qu'il était peut-être allé un peu loin, et donc sur Police Python, il repart sur l'idée il part surtout sur l'idée d'un polar, d'un film de genre, et puis surtout il a beaucoup de pression parce que Montand accepte, Simone Signoret accepte, vous avez François Perrier, donc tout de suite très très grand François Perrier, excellent, et le film marche bien, et le film va le lancer sur je pense 3 grands polars. Qui sont le Police Python, La Menace, oui, La Menace. Alors c'est vrai que là, je l'ai pas, je le mets pas. Mais c'est à moitié un polar. Voilà, on est un peu dans le thriller aussi. Et puis Série Noire, et puis Le Choix des armes. Toujours de Corneau, et toujours Corneau, toujours Corneau. Et puis un cousin, d'ailleurs, le cousin que vous citez d'ailleurs dans votre liste. Je le cite, oui, parce que les années 90 sont tellement pauvres que finalement, je ne contredirez pas. Voilà, que finalement dans ce désert, le cousin est assez sympathique. Avec Alain Chabat et Patrick Timsit. Voilà, ça ne marchera pas du tout, malheureusement. Mais trop noir, peut-être. Trop noir, et puis en fait, les gens attendaient 2 rôles totalement à contre-emploi. Oui, à contre-emploi total. Voilà, ils s'en sortent bien, en tout cas. Ils s'en sortent bien, et je trouve que le numéro de Timsit dans le film est incroyable. Ah oui. Il oscille entre le rire et le tragique pendant tout le film, et c'est rien que pour ça, il faut le voir. Il y a d'ailleurs un autre film avec Timsit pour lequel je n'ai pas une passion invétérée, mais qui me semble de qualité. C'est dans un film qui s'appelle Passage à l'acte de Francis Giraud, avec Daniel Auteuil, où il joue le rôle d'un psychopathe, et très 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 effrayant et très 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 efficace Patrick Timsit dans ce rôle. Passage à l'acte de Francis Giraud. Giraud n'a pas fait beaucoup de bons films, mais là, celui-là, on peut quand même le retenir comme un film un peu intimiste et psychanalytique sur fond policier qui, à mon avis, vaut le coup d'être vu.
Alors, on arrive à un film qui est celui-là très connu avec Jean-Paul Belmondo, d'Henri Verneuil, avec Marie-France Pizier. Vous avez peut-être reconnu de quel film je parle. Il s'agit du Corps de mon ennemi. Le Corps de mon ennemi, c'est un film qui sort en 76, c'est-à-dire la même année que Police Python 357. Belmondo est au summum aussi. Enfin, il n'a jamais été aussi bon dans un rôle que certains trouveront peut-être un peu trop sérieux, mais d'autres lui en veulent de ne pas avoir tourné suffisamment de films sérieux. Alors c'est un peu contradictoire. Il est vrai que dans le film, par exemple, de Truffaut, La sirène du Mississippi, ou dans Stavisky d'Alain Resnais, Belmondo n'est peut-être pas au meilleur de sa forme. Il est un peu utilisé à contre-emploi, alors que dans Le Corps de mon ennemi, qui est quand même dialogué par Michel Audiard, hein, toujours, avec des seconds rôles comme Bernard Blier qui sont fabuleux, Jean-Baptiste Beaumont-Liégard qui est fabuleux. Euh, on a véritablement là un polar avec un Belmondo qui se dépasse et qui n'a jamais été aussi bon peut-être depuis les films de Philippe de Broca et les films peut-être de Melville, justement. On pense à Classe Tourisme. Enfin, ça, c'est un film tout à fait différent. Mais Le Corps de mon ennemi, c'est vraiment le film populaire français qui non seulement est de qualité, qui repasse souvent à la télévision, qui est disponible en DVD. Oui, j'insiste aussi sur ça, c'est que tous les films que vous avez mentionnés jusqu'à présent dans votre livre Philippe-Henri Rambaud sont des films qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'on peut les voir soit à la télé, soit sur le câble, soit en DVD, soit sur des plateformes. Ce ne sont pas des films qu'on ne peut pas voir. Donc on ne peut pas être frustré après avoir entendu ce qui est dit sur ces différents polars. Vous pouvez vous repérer et identifier les polars que vous avez envie de voir et dont on parle actuellement. Alors, Le Corps de mon ennemi, Philippe-Henri Rambaud et Philippe Durand, que penser de ce film avec une musique de Francis Lay qu'on va écouter juste après? Qu'est-ce que vous pensez Pour moi, c'est après je laisserai Monsieur Durand parler, mais pour moi c'est un très grand Belmondo, une sorte de polar sur la revanche sociale. Et c'est un grand numéro d'acteur parce que le film se déroule sur plusieurs époques. Et c'est un très grand film. Ça se passe dans une ville imaginaire du Nord. La musique, enfin, pour vous faire un souvenir, je l'ai vu plusieurs fois ce film. Et la première fois que je l'ai vu, c'est la scène d'Arbre. Voilà le point de départ du film où Belmondo sort du train, marche sur les rails, sur la musique de Francis Lay. Je me suis dit, c'est gagné. En fait, pour moi, c'est bon. Le film aura une portée. Même, je savais pas. Enfin, on m'avait dit que c'était très bien, mais je t'ai dit, non, c'est gagné, en fait. Ça démarche. Et puis, j'aime beaucoup ce Belmondo assez sombre. Oui. Et puis, Bernard Blier est incroyable, vraiment glaçant. Oui. Belmondo, qu'on avait retrouvé un petit peu aussi dans L'Héritier de Philippe Labro. D'ailleurs, vous citez un autre film de Philippe Labro un petit peu avant, j'en ai pas mentionné parce qu'on ne peut pas citer tout. Enfin, Sans mobile apparent est probablement le meilleur film de Philippe Labro. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous mettriez d'autres films de Labro en avant? Non, parce que je ne suis pas un grand fan de L'Héritier. L'Alpaguer, pas non plus. Non, c'est son deuxième fils, Sans mobile apparent. Trintignant est incroyable. Un film très 70s. Assez, parfois un peu décalé, mais qui se passe à Nice. Se passe à Nice, sur la Riviera, et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Alors, je reviens encore de mon ami Philippe Durand. Quand vous voyez ce film, est-ce que vous vous régalez ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas forcément complètement rallié à ce long métrage? Déjà, s'il y a Belmondo, il y a de fortes chances pour que je me régale, mais je vais vous raconter quelques petites histoires sur Le Corps de mon ennemi. Je vais même vous donner un scoop. C'est que j'étais figurant sur ce film. Ah, et donc j'ai assisté. Et oui, j'ai assisté à une scène de tournage. Je pourrais vous en parler pendant 10 minutes, mais ça va être un peu long. Et en fait, oui, a posteriori, Le Corps de mon ennemi, je trouve que c'est un très 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 bon film avec vraiment une intrigue. C'est très très sérieux. Et puis ça met en cause les politiciens et tout ça. Mais je me souviens aussi que la première fois où j'ai été voir, donc j'étais relativement jeune, on m'avait dit, on savait que c'était du Verneuil-Belmondo, donc je m'attendais à Peur sur la ville, au casse et tout ça. Oui, Peur sur la ville qui était sorti 2 ans avant.
Voilà, quand j'ai vu Le corps de mon ennemi, où il n'y avait ni bagarre, ni poursuite de voiture, ni coup de boule, ni rien, je me suis dit, mais c'est quoi ce film de Belmondo? Et c'est en fait en le revoyant une deuxième fois que je dis, oui, c'est du grand Belmondo, mais c'est pas le Belmondo auquel j'étais habitué, enfin on était habitués, nous les jeunes à l'époque, mais ça reste un très grand film, avec un très 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 bon dialogue de Michel Audiard, qui a fait des dialogues, il s'est retenu, bon, il y a quelquefois des trucs assez drôles, mais il a fait dans la retenue pour faire quelque chose de très condensé, de très fort, et notamment les dialogues de Bernard Blier qui sont Ah oui, magnifiques. oui, oui. Et effectivement, c'est un film qui à l'époque n'avait pas très très bien marché parce que justement c'était du Belmondo Verneuil hors piste si vous voulez, et qu'on redécouvre avec plaisir et qui pour moi n'a pas vieilli. Et c'est vrai que cette scène d'introduction dont vous parlez tout à l'heure est une magnifique, mais ça c'est du Verneuil, c'est-à-dire qu'il sait mettre, il sait placer sa caméra, et surtout ce qui est une grande force de Verneuil, il sait amener l'acteur, la vedette, devant sa caméra. Et je me souviens notamment dans Le Clan des Siciliens, la façon dont Jean Gabin apparaît dans le film est une façon absolument magnifique. Oui, la scène de l'ascenseur. Ouais. Voilà, la scène de l'ascenseur. Et Delon qui est en face, qui l'attend. Voilà. Et c'est une façon de faire qu'on a totalement oublié, parce qu'on dit en général, bon, bah, l'acteur arrive, il arrive devant la caméra, bonjour, tout. Non, il faut amener l'acteur devant la caméra, donc devant les spectateurs. Et quand vous avez une scène comme ça, et c'est ce que vous disiez sur Le corps de mon ennemi, quand vous avez déjà une scène comme ça, vous êtes dans le film, vous êtes pris, et vous êtes même, j'allais dire, prisonnier du film jusqu'à la fin. Alors, on a cité évidemment Belmondo et Bernard Blier, mais il faudrait citer aussi Claude Brosset, extraordinaire, Daniel Ivernel, extraordinaire, Marie-France Pizier, plus garce qu'à son habitude, et puis beaucoup d'autres, Michel Beau, Nicole Garcia, Elisabeth Margoni, enfin vraiment un casting assez époustouflant et qui, comme vous le dites, Philippe Durand, est redécouvert depuis un certain nombre d'années parce qu'il avait été à la fois boudé un peu par le public et puis très boudé par la critique. Là, Belmondo a gagné des points avec les années, si j'ose dire. Oui, c'était exactement ça. C'est qu'on s'est rendu compte que Belmondo, c'était pas seulement Toc Toc Boum Boum, c'était un grand. Bien qu'on l'aime bien aussi dans le Tac Tac Boum Boum. Je l'aime bien dans le Tac Tac Boum Boum, encore une fois. Oui, bien sûr. Belmondo, mais quand on le redécouvre dans d'autres rôles, on est toujours un peu étonné. Ouais. Et ben non, on n'a pas à être étonné parce que c'est un grand acteur. Donc, un grand acteur, je ne dis pas qu'il est capable de tout faire, mais il est capable de changer de genre, ce qu'il a prouvé dans sa carrière. Dans Léon Morin prêtre, au début. Ou alors les des fers chauds. Oui. Voilà, même le Doulos dont vous parliez tout à l'heure. Le Doulos, c'est totalement à l'opposé de Peur sur la ville, mais c'est du Belmondo. Oui. Alors on écoute justement la musique de Francis Lay, Le corps de mon ennemi, avec Jean-Paul Belmondo et Bernard Blier. En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. Voilà ce Bobino pour Radio Courtoisie. Et puis nous retrouvons évidemment nos invités. Philippe-Henri Rambaud, auteur du livre « Les 100 films policiers français à voir absolument » aux éditions Mareuil. Et également Philippe Durand, auteur de nombreuses biographies consacrées à Belmondo, Ventura, Delon, mais il faudrait aussi citer Gabin, Blier et beaucoup d'autres. Et donc tout récemment, le livre réédité, un peu amendé, sur Michel Audiard aux éditions du Nouveau Monde. Alors nous parcourons avec nos invités cette liste des 100 films qui semblent être ceux que, en tout cas, Philippe-Henri Rambaud a considérés comme étant les meilleurs. Et nous allons maintenant parler d'un film d'Yves Boisset, Le juge Fayard dit le shérif, sorti en 1977 avec Patrick Devers et beaucoup d'autres acteurs, un excellent notamment Marcel Bozzuffi. Ah oui, alors là, il y a un point sur lequel je voulais intervenir, c'est que dans le film de Boisset, Boisset le reconnaissait parce que je l'ai invité à Courtoisie 2 fois, à TV Liberté 2 fois, etc., c'est que Marcel Bozzuffi, le rôle de Marcel Bozzuffi,
qui est le rôle d'un tueur, d'un mercenaire, etc. C'est entendu, c'est pas un enfant de cœur. Mais ça n'est pas non plus à mettre sur le même pied d'égalité, par exemple, dans le film avec Michel Auclair ou avec les gens du SAC. Lui, c'est un type qui dit à un moment donné, on me paye pour ce que je sais faire, mais jamais je ne me réconcilierai avec vous pour ce qui s'est passé en Algérie. Donc il y a là, je crois, même chez Boisset, pour une fois, une absence de manichéisme et en même temps une nuance relativement apportée sur le personnage de Marcel Bozzuffi, comme on pourra le voir dans d'autres films d'ailleurs de Boisset, qui n'est pas aussi sectaire qu'on a bien voulu le dire. La Non, preuve. non, du tout. Non. Yves Boisset est un. Oui, c'est ça. On a tendance à dire. Bon, cinéaste engagé, donc avec voilà, de très très bons films. Hein. Mais il disait, pardonnez-moi, une chose qui me paraît très juste. Contrairement aux cinéastes engagés qui font des films engagés et puis qui après font un film plus ou moins bien fait, plus ou moins efficace, etc. Moi, je fais un film efficace pour le plus grand nombre et bien structuré et bien fait, etc. Et après, j'introduis éventuellement des éléments d'engagement politique. Bah, Le Juge Fayard est un excellent exemple. Hein. C'est un film qui est, c'est un polar. Ça aussi va vers parfois le thriller. C'est politique. C'est vraiment très très bien. Tout ça à partir d'une histoire vraie. Hein. C'est voilà l'assassinat du juge Renaud. Donc Devers. Alors Boissel le dit, il s'est inspiré du personnage, mais le personnage de Devers est un peu plus jeune. Voilà, il va lui-même, enfin, il brosse un personnage. Et le film est excellent et Marcel Bozzuffi est vraiment très très bon. Le rôle du capitaine. Le rôle du capitaine est glaçant. Ouais. Lui, que les cinéastes, les cinéphiles américains le connaissent bien aussi dans French Connection. Hein. Ouais. Mais non, il est excellent avec tous ces liens avec le SAC. Jean-Marc Bory. Voilà. La biographie d'ailleurs, son autobiographie est passionnante là-dessus parce qu'elle est pétrie d'anecdotes. Ah oui, la vie est un choix, c'est formidable ça. Oui, c'est formidable ce livre. Parce qu'elle est vraiment sans filtre. C'est assez rare et vraiment... Voilà, il se raconte. Et on découvre un Yves Boisset qu'on n'a pas l'habitude en général de connaître sous ses cieux, si j'ose dire. Parce que... Alors il y a un film d'ailleurs que vous ne mentionnez pas, mais vous ne pouvez pas tout mentionner évidemment, qui est un autre polar qui s'inscrit un petit peu dans la lignée du juge Fayard et le shérif, c'est La femme flic. Oui, j'ai hésité. Avec Miu Miu. J'ai hésité, mais après, c'est vrai qu'on est obligé de faire des choix. Ouais. J'ai mis un Condé aussi d'Yves Boisset. Ah oui, d'ailleurs, Pierre Tchernia disait, pour Monsieur Cinéma, les 3 polars des années 70 qu'il faut retenir, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça dans le cinéma français dans les années 70, il y en a eu, mais des bons, il n'y en a pas eu beaucoup. Et il citait un Condé de Boisset, Le Cercle Rouge Jean-Pierre Melville et le Police Piéton 357 d'Alain Corneau. Ça me paraît une bonne sélection. Oui, je rajouterais aussi Le corps de mon ennemi. Ah, Le corps de mon ennemi, oui. Exactement. Puis Peur sur la ville, quand même, qui marque, qui n'est pas exempt de défauts, mais je trouve... Oui, mais dans le choix de Tchernia, il choisit aussi 3 films policiers un peu noirs. Hein. Oui, exactement, parce que là, il y a vraiment un propos très noir, que ce soit un Condé qui est quand même très violent. Sur les maltraitances policières, notamment. Voilà, et puis avec un personnage de Bouquet qui est glaçant. Hein, mais par là, en fait, le film, par exemple, si on parle d'un Condé, il évite aussi un certain manichéisme. Hein, parce qu'on s'attache, ce personnage est ambigu. Hein. D'autant plus qu'il n'y a pas que des gens dits de droite qui sont étrillés, mais tout le système l'est. C'est-à-dire que vous avez Adolfo Celli, qui représente plus ou moins la corruption dans la police et qui est plus ou moins lié au SAC, ça n'est pas dit, mais enfin on peut l'imaginer, et beaucoup d'autres. Et finalement, c'est tout le système politico-médiatico-judiciaire qui est complètement vérolé et qui est dénoncé à juste titre par Yves Boisset. Oui, c'est exactement ça. Et il le fait en plus, c'est ça qui est... c'est qu'on a d'abord un film. On a d'abord un divertissement, on a d'abord des acteurs, on a d'abord une intrigue, en fait, et le message vient en sous-texte, mais n'est pas là, ne va pas parasiter, comme parfois font malheureusement certains films, où en fait on a le message qui arrive, et en fait le spectateur n'a plus d'autre choix que soit il adhère pas, mais en fait voilà, on ne laisse aucune liberté au spectateur. Non, Boisset est d'abord avant tout un très bon cinéaste, il sait très bien faire, il sait très bien diriger ses acteurs, et ça se voit dans tous ses films, il y a toujours une intrigue, et après... Voilà, derrière un sous-texte, une ambiance, un message, mais il laisse le spectateur aussi face à sa liberté.
La même année, 1977, sort Mort d'un pourri de Georges Lautner avec Alain Delon, toujours. Et là aussi, une pléiade d'acteurs considérables. On ne peut pas tous les citer, mais enfin quelques-uns quand même. Stéphane Audran, René Lamouty, Julien Guillaumard, Michel Aumont, Jean Bouise et plein d'autres. Klaus Kinski, Daniel Secaldi. Enfin bref, on pourrait en citer. Il y en a encore beaucoup que j'oublie. Alors là aussi, dialogue de Michel Audiard, dialogue noir. Et alors là, c'est là où on peut peut-être vous poser la question... Philippe Durand, c'est que Michel Audiard va entamer toute une série de films qu'il va dialoguer, qui ne sont plus des dialogues de comédie, voire même de comédie policière, mais des films noirs, en raison notamment du décès de son fils, et qui est mort en voiture, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. C'était pendant l'écriture d'un film incorrigible avec Philippe de Broca. C'est ça. Il paraît qu'il est arrivé Michel sur le Audiard tournage le jour de la mort de son fils en ne disant rien et en ne laissant paraître rien. Non, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en train de travailler ensemble et Michel Audiard apprend la mort de son fils. Il retourne au travail, il revoit Philippe de Broca qui lui dit bon, je vais te laisser. C'est pas la peine. T'es retourné. Il dit non, on va travailler, on va continuer, on s'arrête pas. Mais à partir de ce moment-là, tout a chaviré, c'est-à-dire que, je ne veux pas dire l'âme noire, mais le côté un peu sombre, comme on peut l'être quand on perd un enfant, de Michel Audiard, va rejaillir sur toute la fin de sa carrière, avec effectivement le magnifique, mais qui est vraiment, je trouve, trop magnifique du début de la fin, Mort d'un pourri, avec non seulement un casting, mais une histoire et des dialogues, et ça va très très loin. Ah oui, on parle de la pourriture, c'est vraiment... La pourriture politico-affairiste de la France, qui s'empare de la France. Voilà, c'est exactement ça, sans insister, c'est ce que vous disiez avec beaucoup de justesse, sans insister, les personnages sont là, et rien qu'à les voir, on sait que c'est des pourris, et ça se fait en 3 secondes. C'est pas la mort d'un pourri, c'est la mort des pourris, et les vivants sont pourris aussi. C'est un petit peu ça le message du film, quand même. Exactement, et quand on voit la scène finale où ils disent, tout ce que Alain Delon dit aux flics et tout ça, entre les vrais flics, les bons flics et les pourris, c'est magnifique, et on trouvera ça dans Garde à vue aussi. Alors on va en parler justement. Très, très dur et tout ça. Et donc, c'est l'autre face de Michel Audiard, qui est une face fascinante, mais qui, en fait, quand on connaît bien la carrière de Michel Audiard, était déjà présente au début de sa carrière, notamment quand il avait fait un film dont j'ai oublié le titre avec Louis Jouvet, qui était un film, là aussi, un polar un peu sombre et noir. Et donc, en fait, pendant des années, il est devenu le Audiard comique, et on l'a retrouvé, le véritable Audiard, à l'occasion de Mort d'un pourri, Garde à vue et tous ces films-là, et puis Louface aussi. Et effectivement, là, on a une... Et ça donne des grands films, parce que c'est des grands réalisateurs, un grand auteur, et il y a surtout des grands acteurs. Et c'est comme ça qu'on fait des grands films. Et je trouve que ce qui est juste, c'est de d'abord faire un film. Ensuite, si on a quelque chose à dire, éventuellement un message à faire passer, on le fait après. Mais d'abord, construire le film. Alors le pourri, en l'occurrence, c'est Maurice Ronet, que j'ai oublié de citer, le grand Maurice Ronet, qui joue le rôle du copain de Alain Delon, et qui, justement, meurt au bout de 10 minutes, et on va enquêter, son copain Xav Maréchal va enquêter Alain Delon pour savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi il est mort. Alors... Autre chose important peut-être à noter, parce que ça fait un peu le lien entre d'un côté le livre de Philippe-Henri Rambaud et le vôtre sur Michel Audiard, Philippe Durand, ce sont les polars français à partir justement de Pile ou Face. Je pense qu'on peut dater ça de Pile ou Face, jusqu'à On ne meurt que 2 fois de Jacques Deray, le couple Audiard-Serrault, qui fonctionne bien dans une noirceur dramatique de qualité, mais qui est tout à fait symptomatique de l'état dans lequel ils étaient sur le plan existentiel, puisque l'un avait perdu son fils en voiture, était mort, et l'autre a perdu à peu près dans le même temps, ou un an après, Serrault, sa fille, qui a cabossé une autre voiture, et il a quand même malgré tout joué le soir même La cage aux folles. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux âmes noires, en quelque sorte, finalement, qui se sont rejointes et qui ont pu tourner Pile ou Face, Garde à vue, Mantel randonnée, On ne meurt que 2 fois, L'argent des autres aussi, j'oublie. Il doit y avoir quelques films comme ça, qui sont véritablement des films témoignages.
Philippe Durand. Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que tout d'un coup, Michel Audiard a vraiment vu son alter ego, c'est-à-dire que l'homme qui pourrait le mieux donner et transporter avec lui les douleurs qu'ils avaient l'un et l'autre. Et en fait, Michel Serrault est devenu le porte-parole, si je puis dire, de Michel Audiard, avec le talent qu'on lui connaît, qui est un talent absolument magnifique, avec les idées qu'il a apportées, puisque notamment dans Garde à vue, c'est lui qui a l'idée du smoking, qui n'était pas du tout prévu au départ. Martineau, il y a Maître Martineau. Voilà, Martineau, oui, Maître Martineau. Au début, ça devait être un petit ouvrier, et Michel Serrault a dit non, il faut que ça ait de la gueule, il faut que ça soit non seulement un notaire, mais en plus en smoking. Il faut imaginer comment ça. Enfin, bref, tout ça. Parce que tout ça se passe, la garde à vue se passe le 24 au soir ou le 31, je ne sais plus. Exactement, c'est ça, le 31 au soir. Et effectivement, ça explique beaucoup de choses. Mais là, on a découvert un duo magnifique, avec des dialogues ciselés, mais d'une précision, je vais les dire, presque chirurgicale. Et ça a donné ces films qu'on oublie. Je veux dire, Garde à vue, on ne peut pas l'oublier. Et j'espère que, je ne sais pas si ça repasse souvent, mais j'espère que les gens qui ne l'ont pas encore vu doivent le voir. Et le revoir. Et le revoir, c'est non seulement une leçon de cinéma, parce que magnifique Claude Miller, une leçon d'acteur, parce que les deux acteurs face à face, il faut les tenir, il faut ça, et une leçon de dialogue, parce que chacun a les dialogues vraiment qu'il doit avoir. Et c'est même Ventura qui, à l'époque, avait dit à Michel Audiard, rétrécis mes dialogues, je veux des dialogues très courts, parce que face à Michel Serrault, je ne ferai pas le poids. Et c'est comme ça que Ventura a dit des répliques assez courtes, alors que l'autre, c'est un bavard, et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Parce que et il tient bien, parce que Ventura tient bien en face de Serrault, parce qu'on peut dire que tout est braqué sur le personnage de Serrault, et que l'autre pourrait faire valoir, et pas du tout. C'est vraiment un duel excellent. C'est un des plus gros polars, je crois, dans les années 70-80, c'est peut-être un des meilleurs polars du cinéma français. En plus, c'est une intrigue tout à fait étonnante, parce qu'on se pose la question tout au long du film, est-ce qu'il est ou non coupable ? Ah oui. On a la réponse à la fin, mais on ne la dira pas. Alors, un film qui a été également dialogué par Michel Audiard, film de José Giovanni, avec Francis Huster, c'est Les Égouts du Paradis que vous mentionnez, cher Philippe Henry. Et là, je ne comprends pas, parce que vous êtes le seul individu que je connaisse, mais il faut bien qu'il y en ait un, et puis on va voir si Philippe Durand est d'accord ou pas, qui a aimé le film et qui a compris que Huster pouvait être crédible dans la peau d'Albert Spaggiari. Oui, en fait, j'avais envie de trouver aussi des films un peu oubliés. Et c'est marrant, c'est en discutant avec mon père qui m'avait raconté que c'était sorti. Enfin, en tout cas, il avait hésité pour aller le voir entre Flic ou Voyou, Les Égouts du Paradis, sur le cinéma des Champs-Élysées. Il est allé voir Les Égouts du Paradis. Et moi, j'avais vu la film de Jean-Paul Rouve, que je n'avais pas trouvé bon. Oui. Sans haine, sans violence. Sans armes, sans haine, ni violence, oui, c'est ça. Ouais. Et avec Gilles Lelouch, Alice Taglioni. Je l'avais vu au cinéma, je n'avais pas aimé, mais j'avais envie de quand même parler de cette figure. Et je trouve, le film est quand même c'est pas un des meilleurs de Giovanni, mais une certaine qualité. On voit que c'est ce que j'aime, moi, avec ces films des années 70-80, surtout par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on voit que les acteurs se mouillent réellement. C'est-à-dire qu'ils ont tourné dans les égouts, ils se sont vraiment investis dans les rôles, et on le sent. Il y a 2-3 passages où vraiment on est un peu... On voit que c'est du réel, quoi. Et donc, il y a ce casse, il y a cette histoire de casse qui est quand même incroyable. Donc, j'ai vu avec un plaisir vraiment... non dissimulé. Non dissimulé, non, mais assez enfantin. Je ne suis pas... Je ne suis pas ennuyé, j'ai conscience de ses défauts, mais vraiment... Vous avez vu ça dans une perspective ludique, en quelque sorte. Oui, vraiment. Voilà. Après, je peux comprendre... Philippe Durand, qu'est-ce que vous en pensez de ce film, Les Égouts du Paradis ?
Je ne sais même pas si j'en pense quelque chose, parce que j'étais absolument Vous pouvez ne rien dire. consterné. J'étais consterné du Mais à mon début avis, la ce fin sera quand je dur. l'ai vu. Pour moi, c'est un film absolument indéfendable. Tout est mauvais, tout est faux. Francis Huster est pire qu'il ne l'a jamais été. José Giovanni a dû, à mon avis, abandonner la caméra et aller boire un coup au bistrot. Michel En revanche, il y Audiard, lui, avait a quand dû même André quitter. Pousse. Hein, Il y avait André voilà, Pousse, quand même. c'est le seul attrait du film, c'est André Pousse, que j'adore. Non, c'est un film qui ne fonctionne pas du tout, mais enfin bon, voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, mais celle-là est assez colossale quand même. Bon, alors, on va arriver à un film d'Yves Boisset, toujours, avec Lino Ventura, Michel Piccoli, Bruno Kremer, Bernard Fresson. Espion, lève-toi. Que vous ne recensez pas, Philippe Henry, parce que c'est un film d'espionnage et pas un vrai polar, en fait. Et vous avez c'est ça. voulu faire des purs polars, à part peut-être certaines comédies policières comme Ne nous fâchons pas, mais bon, qui restent quand même acceptables dans la dimension du polar. Oui, je me suis amusé aussi avec un peu le genre, donc j'ai voulu aussi un peu tirer. Donc je pense que Ne nous fâchons pas, c'est vraiment la L'extrême limite. Voilà. Mais j'ai voulu aussi, oui, m'amuser aussi avec, d'où la présence des égouts du paradis. C'était aussi, ça m'amusait Une beaucoup. petite provocation. Voilà, une petite provocation. Non, mais il y a des films aussi que j'ai voulu. Par exemple, je pense à Un si joli village d'Étienne Ça, Perrier, c'est bien, qui est d'Étienne vraiment un Perrier. très bon film. Avec Victor Lanoux et Jean Carmet. Qui est un film aussi un peu oublié, qui est un polar, un peu une ambiance Chabrol. D'ailleurs, il y a 3 films de Chabrol. Oui, mais alors vous auriez pu citer aussi La main à couper, avec Léa Massari et Michel Bouquet. Bon, on n'en sort pas. On n'en sort pas, on en fera un deuxième, c'est ça. Les 200 films majeurs du cinéma français dans le polar. Alors, on arrive quand même en 1983, Philippe Durand a un film important puisqu'il s'agit de Espion, lève-toi, d'Yves Boisset, avec Ventura et Piccoli, comme je l'ai dit. Et on va écouter tout de suite la musique extraordinaire de Morricone et qui va nous réveiller, si j'ose dire. À tout de suite. Voilà donc cette musique magnifique d'Ennio Morricone. Le film s'intitule Espion, lève-toi avec Lino Ventura, Michel Piccoli. Philippe Durand, est-ce que vous considérez que ça fait partie aussi des meilleurs films de Boisset, un polar du cinéma français qui tient bien? Film d'espionnage d'ailleurs, plus que polar. Oui, c'est plus un film d'espionnage qu'un polar. C'est un très bon Boisset avec un trio d'acteurs que vous avez cité qui est absolument magnifique. Le film, Boisset me l'avait dit, aurait pu être meilleur sans l'intervention de Lino Ventura, parce que si on se souvient un peu de l'intrigue, il a épousé une femme et on se rend compte que cette femme, quelques années après, est en fait une espèce de terroriste. Ouais. Et Lino Ventura a dit non, Lino Ventura ne peut pas avoir épousé une terroriste. Il a refait le coup. Il faisait le coup régulièrement. Il faut aussi se souvenir que le film était prévu, réalisé par Andrzej Zulawski, qui avait prévu d'entrer une scène d'orgie. Et là, Lino Ventura a dit non, on va pas le faire comme ça. On va dire au revoir à M. Zulawski. On va prendre quelqu'un de plus correct, qui était Yves Boisset. Ça, je veux dire, c'est de l'anecdotique. Mais le film est intéressant d'abord parce que c'est assez rare, les films d'espionnage dans le cinéma français. C'est un bon thriller. Et surtout, il y a la grande question qui est le coupable. Alors, je crois avoir la réponse parce que je l'ai posée, parce que j'ai vu le film au moins 10 fois, sans arriver. Et mon ami Christian Brosio, avec qui nous animions une émission avec Yves Boisset dans ce même studio, se posait aussi la question, qui est le coupable à la fin? Alors, Boisset m'a répondu, à mon avis, c'est d'ailleurs intéressant, à mon avis, c'est Kremer. Donc, Jean-Paul Chance, Piccoli n'est pas celui qu'on croit puisqu'il est tué dans le funiculaire par Ventura. Oui, tout à fait. Restent les services secrets français qui ont réveillé Lino Ventura et qui, à la fin, le tue. Parce qu'il ne veut pas... c'est possible. Non, mais parce que ça peut paraître un peu compliqué. Quand on voit le film, on se pose beaucoup de questions sur la culpabilité des uns et des autres. Et en fait, il semblerait que ça soit plus facile, toujours comme ça, pour des films d'espionnage. Ça part d'un truc très bête et ça se finit de manière assez bête aussi. Mais on se pose plein de questions qui, en fait, sont des questions en surplus de ce
que la question se pose. Donc, on est vraiment là dans un registre très, 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 très différent. Alors, après, il y a... Oui. Non, je voulais dire, c'est le propre des films d'espionnage, c'est que justement on se pose des questions, qui est qui fait quoi, etc. Et c'est ce qui maintient le rythme en général. Ouais. Voilà. Mais la fin n'est jamais, je dirais, à l'image des questions qu'on se pose pendant tout le film sur la fin justement. C'est-à-dire qu'on a toujours une espèce de frustration parce qu'on imagine que c'est absolument extraordinaire, etc. Alors qu'en fait, ça n'est pas si extraordinaire que ça. C'est pour ça que c'est finalement plus réaliste qu'on ne croit, qu'onirique ou surréaliste. Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est le propre du grand film d'espionnage. Alors, après tous ces titres de films, Philippe-Henri Rambaud, vous consacrez, disons, 25 films qui sont sortis ces dernières années, même peut-être ces dernières décennies. Donc il y a des films comme Bac Nord qu'on connaît bien, que vous citez. Il y a les films d'Olivier Marchal, Les Lyonnais avec Gérard Lanvin, mais aussi Quai des Orfèvres, 36 Quai des Orfèvres avec Depardieu et Auteuil. Alors je vous en parlais avant l'émission. Vous n'avez pas mis MR73, que moi je trouve être le meilleur Marchal, avec Daniel Auteuil. Est-ce que vous avez hésité à le mentionner, hein, ou est-ce que pour vous ça ne s'est pas posé? Alors, vous en avez parlé, mais en fait, donc je l'avais vu au cinéma à l'époque. Je l'avais pas spécialement aimé. Je l'avais trouvé très sombre, même trop sombre, mais un peu dans la caricature. Ouais. Et figurez-vous que je l'ai revu hier soir. Ah oui. Et ça confirme ce que je pensais. Aïe. C'est que vraiment, je croyais que vous alliez aboutir différemment. Ah non, pas du tout. Là, c'est vraiment, je l'ai revu et je me suis dit non, rien ne marche. Ça. En fait, il pousse tellement loin le sombre que ça en devient, pas une fois, vraiment, hein, pourtant le film, c'est une forte charge émotionnelle, mais pas une fois. On se sent dans l'empathie. Vraiment, je suis resté à distance pendant tout le film, et alors, encore plus à la fin. Et malheureusement, alors les dialogues sont pas très bons, et en plus, les scènes d'action sont vraiment très mal filmées. Le peu de scènes qu'il y a, pourtant, Marshall, c'est plutôt pas mal filmé, ce genre de scène, mais non, là, ça ne marche pas. N'en jetez plus, cher Philippe Henry. Vous avez plaidé pour les égouts du paradis et que vous avez fait le réquisitoire, vous voyez, contre le film de Marshall, MR73. Alors, je rappelle que vous avez donc publié le livre « Les 100 films policiers français à voir absolument » aux éditions Mareuil. Et vous, Philippe Durand, vous avez publié cette biographie Michel Audiard aux éditions Nouveau Monde. Ce sont deux ouvrages qu'il faut se procurer pour mieux connaître le cinéma français. Au mois prochain.